en utilisant l'imagerie spatiale pour nous éclairer là-dessus. Tous les invités, et la vision et le programme du gouvernement en matière d'électrification entre les zones urbaines et les zones industrielles et les zones ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Je crois que c'est dans ce plan que le DG d'Anster avait d'ouvrir ce plan. Comme s'est présenté le programme. On se met d'accord. Il n'y aura pas 3 PIB ou 4 PIB. Il y aura un seul PIB du ensemble de la République dans les zones urbaines que les périurbains et les succès agir en synergie. Donc, c'est que je représente le plan national géospatial d'électrification à l'horizon 2040. On va faire un rappel disons, représente une partie quinquennat. Alors, on va faire un bref rappel de projets financés par les partenaires financiers et on parlera ensuite des projets publics en préparation actuellement et surtout alors, attention, c'est la mise en œuvre de projets du programme d'investissement par province. Et là, c'est la partie urbaine. Bon, pour le contexte, qu'est-ce qu'on peut dire du monde municipal, même de l'Afrique? Donc, ça, c'est un rappel. Un plan, c'est celui qui montre qu'on a une vision, on veut aller loin. Et les programmes, ça montre aussi qu'on a une volonté. Et tout ça est coordonné. Les différents ministères ont parlé, on a parlé tous le même langage. Donc nous parlons tous de commun accord, nous sommes tous d'accord. Et ces éléments sont des éléments importants pour convaincre les partenaires que c'est sérieux. Que lorsqu'ils investissent $1 du côté des lanceurs, avec ces leaderships et cette coordination globale, cette impulsion que nous recevons et cette coordination au niveau du gouvernement, ça va produire des résultats. Et donc c'est seulement ces éléments-là qu'il a fallu utiliser. Mais maintenant nous avons un gros défi, parce que ce n'est pas fini. Nous venons de mobiliser des ressources, maintenant il faut les délivrer. Il faut arriver à traduire cet investissement, ces ressources en investissement réel et toucher les vrais bénéficiaires. Ça reste un grand défi dans un pays vaste comme la RDC, avec tous les défis logistiques. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais aller toucher les populations rurales dans des zones très enclavées n'est pas évident. Donc ça, c'est les grands pas qui restent encore à franchir et c'est peut-être le plus complexe. Mais nous sommes déterminés, nous pensons pouvoir y arriver. Une seule 30% déconnectés en 2025. Quand on regarde la situation, on fait l'arithmétique, c'est possible normalement en regardant les moyens, le nombre de ménages qu'on peut connecter. Mais nous savons que les défis logistiques seront des tailles, particulièrement pour y arriver. Nous sommes très conscients et très modestement, nous pensons que nous pourrons y arriver, surtout que nous voyons l'engouement du côté des partenaires. Nous avons l'avantage d'être, peut-être qu'on peut aussi se servir de notre retard comme un atout, parce que nous n'allons pas commettre les erreurs que beaucoup d'autres pays ont déjà commises. Nous capitalisons sur leurs échecs, ça nous permet d'aller vite et d'aller mieux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'intervenir dans un contexte où la technologie solaire a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées. Et même aussi dans d'autres domaines, il y a beaucoup d'avancées technologiques intéressantes. Nous avons appris de plusieurs pays sur le modèle économique qui marche et nous savons les erreurs que nous devons éviter. Ça, c'est déjà un atout. Et donc tout cela peut nous permettre d'être... C'est des annonces de financement. Vous savez que l'électrification rurale ne peut pas marcher sans financement. C'est un défi majeur, malgré tout ce qu'on peut avoir envisagé comme programme et consort, mais il faut mobiliser des ressources. Mais pour mobiliser des ressources, il faut aussi savoir comment les faire. Parce que mobiliser des ressources, ce n'est pas évident. Et donc il fallait convaincre d'abord les partenaires, présenter les cadres stratégiques des investissements, présenter des programmes et ensuite maintenant arriver à convaincre les partenaires sur notre sérieux pour leur montrer $1 investi dans l'électrification sous Anster pourra rapporter 3, 4, 5. C'est ce que nous avons fait et nous
nous avons effectivement des résultats intéressants en termes de mise en mobilisation des ressources. Malheureusement, ça arrive souvent. Et pour moi, je reste vraiment humble là-dessus en disant que nous avons maintenant les défis de la mise en œuvre de ces financements acquis. Et donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite toute la partie logistique qui est importante. Ça nécessite toutes les procédures parce que nous voulons quand même être transparent. Il faut faire la passation des marchés. Il faut recruter les meilleurs opérateurs. Il faut délivrer et tous ces aspects à la fois organisationnels, administratifs, avant d'arriver à la signature du contrat sont des aspects importants, critiques. Et puis maintenant, une fois qu'on a signé les contrats, il faut maintenant arriver à mettre en œuvre les projets en question. Et là aussi, c'est un gros défi, surtout logistique. Mais nous restons confiants, la même détermination que nous avons, et je pense qu'on va y arriver. Et je vais rassurer, mais je vais m'appuyer surtout sur mes ressources humaines en termes de l'équipe qui m'entoure. J'ai vu la capacité de cette équipe et je pense qu'on peut aller très loin avec cette équipe. Parce que c'est le secteur privé qui va apporter des moyens très importants. Mais le secteur privé voit les risques partout. Il faut les rassurer, il faut lui montrer que les risques sont maîtrisés. Il faut un accompagnement. Parce que le secteur privé nous dit quoi? Les ménages sont pauvres et n'ont pas d'argent. C'est comme ça que nous mettons en place un levier, le subside, pour aider les ménages justement à pouvoir payer l'électricité. Parce que les grands problèmes, on peut produire l'électricité, mais il n'y a pas d'acheteurs. Et ça, c'est un grand problème qui arrive dans toutes les zones. Et donc, nous nous montrons que si les ménages n'arrivent pas à payer, nous pouvons suppléer avec l'enveloppe que nous venons d'avoir, nous pouvons aider les ménages à pouvoir payer l'électricité. Et ça va encourager les entrepreneurs à mettre en place des projets. Un petit message aux populations locales. Dire que nous venons de franchir un pas, mais il y a encore beaucoup d'autres pas. Et c'est comme ça que je disais, ma joie n'est pas encore parfaite, parce que nous avons encore les défis de mettre en œuvre, les défis de concrétiser, de transformer les investissements, l'argent en investissement, et cet investissement puisse atteindre les populations locales. Il reste encore beaucoup de pas à franchir, mais nous avons déjà réussi à avoir l'argent. Maintenant, la question, c'est des procédures, comment mettre tout ça en œuvre avec tous les défis logistiques. Nous pensons que nous allons y arriver et nous avons besoin du soutien et de la coopération de la population là-dessus. Et donc, elle pourra nous aider à travers cette mobilisation pour soutenir toutes les actions que nous allons avoir. Mais nous sommes engagés et je suis content d'avoir une équipe déterminée aussi qui va m'accompagner dans ces ambitions. Je crois qu'on va y arriver. Merci. Et donc, pour nous, sur l'ICCN, la priorité va évidemment en milieu rural et périurbain, donc en périphérie. Et là où nous allons avoir des activités de production d'énergie qui vont dans le même sens de la préoccupation que vous avez exprimée ici, c'est par exemple sur la commune de Maluku. Nous avons là le domaine de chasse et réserve de la Bombolumene et dans lequel les populations périphériques se trouvent exactement dans la situation que vous venez d'expliquer, depuis très longtemps, sans électricité. Et donc ici maintenant, avec un grand projet de mettre en place une nouvelle aire protégée de grande taille, en même temps et automatiquement, on va développer le concept des Mboka Yamayele, les villages intelligents. Et un village intelligent, c'est un village dans lequel toute une stratégie sera mise en place pour en même temps préserver la biodiversité, mettre les enfants à l'école, soigner les gens et surtout développer des programmes d'agroforesterie. Le tout étant accompagné par de la production et de la distribution d'énergie. De façon, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant l'événement, de façon à avoir de la lumière dans les hôpitaux, de la lumière dans les écoles, de la lumière dans les maisons et surtout de l'électricité pour transformer les produits agricoles. Alors maintenant, pour quand même répondre à votre question, la situation dans les milieux urbains, donc dans les villes, relève beaucoup plus de l'autorité des gouverneurs et des maires de communes. Donc nous, en tant que ICCN, on est concerné sur ces sujets-là à travers les jardins botaniques, les jardins zoologiques qui se trouvent en milieu urbain. Et ce qu'on peut envisager de faire, c'est par exemple d'avoir des petites centrales solaires, mais dont les activités vont rester dans des périmètres limités. La question ici, c'est pourquoi l'ICCN et l'ANSER décident de se rapprocher.
En fait, les deux entités publiques de l'État congolais sont sur quoi confier une mission extrêmement importante, et ce sont des missions complémentaires. L'ICCN, sa mission, c'est la conservation de la nature. L'ANSER, sa mission, c'est l'électrification, enfin l'amélioration de l'accès à l'électricité. Alors là où on se rencontre, c'est que si on améliore l'accès à l'électricité dans les zones périphériques autour de mes aires protégées sont mieux protégées. Et donc, on gagne la partie, quoi. Raison pour laquelle nous avons décidé, mon collègue et moi-même, de rapprocher nos compétences et nos ressources de façon à développer des projets ensemble et accomplir ensemble nos objectifs. Les objectifs d'électrification et les objectifs de conservation de la nature. Et donc, je suis chargé de mission du chef de l'État, en charge de l'agence pour la promotion et le développement du projet Graïka. Mais je suis dans cet atelier comme expert. L'atelier se finit. Je félicite le DG et son équipe qui m'ont invité à y prendre part parce que je suis un passionné du développement rural. Pour mémoire, ministre qui avait fait voter la loi sur le secteur de l'électricité. C'est dans cette loi-là que vous avez la création de l'ANSER et de l'ANER. Pour retenir, c'est que d'abord, il y a la volonté politique de donner de l'électricité aux populations rurales, de développer le monde urbain et le monde rural. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, c'est que l'agence qui a été mise en place est réellement en train de travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et pour satisfaire les besoins en services énergétiques des populations rurales. Et troisièmement, les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans le financement, dans la mise en œuvre de ce programme.